Mesdames et messieurs, bonsoir, bonne année 2022 sur Lumière du Monde Télévision et surtout bienvenue à ce temps d'information. Au sommaire de ce journal, l'émissaire de la CEDEAO et ancien président de la République fédérale du Nigeria, Goodluck Jonathan, était au Mali où il a échangé pendant 2 heures avec le chef de la junte au pouvoir, le colonel Assimi Goïta, en toile de fond de la discussion, le chronogramme de la transition. Et puis le chef de la diplomatie chinoise est en tournée en Afrique, première étape de cette visite, l'Érythrée, une tournée qui intervient quelques semaines après celle du secrétaire d'État américain Anthony Blinken sur le continent africain. En France, les députés ont voté en première lecture jeudi à l'aube et au terme de 3 jours de débat houleux, le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. Le test doit désormais être examiné par le Sénat en début de semaine prochaine. Encore une fois, bienvenue à ce journal. L'émissaire de la CEDEAO et ancien président de la République fédérale du Nigeria, Goodluck Jonathan, était au Mali où il a échangé pendant 2 heures avec le chef de la junte au pouvoir, le colonel Assimi Goïta, en toile de fond de la discussion, le chronogramme de la transition prolongée de 6 mois à 5 ans, une option à laquelle n'adhère pas l'organisation sous-régionale. La rencontre entre Assimi Goïta, président de la transition au Mali, et Goodluck Jonathan, émissaire de la CEDEAO, aura duré plus de 2 heures. Au sommaire, le chronogramme prévoyant un prolongement de la transition jusqu'à 5 ans, qui ne passe pas auprès de l'organisation régionale. Pour le Mali, c'est la voix du peuple qui s'est exprimée. Il y avait au moins 85 000 représentants des populations depuis les communes jusqu'au niveau national. C'est la voix donc du peuple, à travers ces conclusions, que nous avons décidé de faire connaître, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Cela est d'autant plus important que le Mali a décidé, à travers cette refondation, de trouver définitivement une vision malienne par les Maliens pour le Mali. Pour Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, le chronogramme est une base de discussion afin de parvenir à une entente. Le chronogramme qui est soumis est une base de discussion et que le Mali reste ouvert au dialogue. Et c'est dans cet esprit que la CEDEAO aussi a dépêché son médiateur ici pour des discussions avec les plus hautes autorités du Mali. La CEDEAO, qui se réunit ce dimanche en sommet, décidera alors de la réponse à apporter à ce calendrier. En décembre, les dirigeants ouest-africains avaient réclamé la tenue d'élections le 27 février de cette année. Le chef de la diplomatie chinoise est en tournée en Afrique. Première étape de cette visite, l'Érythrée. Wang Yi a témoigné de son soutien au président érythréen Assis Afwerki relativement aux sanctions américaines dans le conflit en Éthiopie. Une tournée qui intervient quelques semaines après celle du secrétaire d'État américain Anthony Blinken sur le continent africain. Quelques semaines à peine après le voyage en Afrique du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, c'est au tour du chef de la diplomatie chinoise d'entamer sa traditionnelle tournée africaine. En effet, depuis 1991, la première visite à l'étranger de l'année du ministre chinois des Affaires étrangères est réservée à l'Afrique. Et comme première étape sur le continent, Wang Yi a choisi l'un des pays les plus fermés au monde, l'Érythrée. Une visite au cours de laquelle il s'est notamment entretenu avec le président Isaias Afwerki, à qui il a apporté son soutien après les sanctions américaines imposées à l'Érythrée à cause de son implication dans le conflit en Éthiopie. Mais la Chine, qui a intensifié son engagement en Afrique, ne veut négliger aucun pays. Après l'Érythrée, Wang Yi s'est rendu à Mombasa pour rencontrer son homologue kényane. En novembre, plusieurs dizaines de pays africains, dont l'Érythrée et le Kenya, ont rejoint l'initiative chinoise des Nouvelles Routes de la Soie qui finance des projets d'infrastructure. Selon les chiffres officiels chinois, Pékin est le premier partenaire commercial du continent avec pour l'année 2019 des échanges directs de plus de 200 milliards de dollars. Cette tournée stratégique chinoise en Afrique doit se terminer avec les Comores.
Toujours en Afrique, les flammes d'un incendie ont dévasté l'une des plus grandes scieries construites sur pilotis à Lagos. Nous sommes au Nigeria. Pendant plus d'une heure, le feu s'est invité sur plusieurs propriétés, dont une église et des résidences. Les raisons de cet incendie ne sont pas encore connues. C'est le tout premier incendie de cette nature que l'État du Nigeria enregistre en cette nouvelle année 2022. Sur ces images, Ebute Metta, l'une des plus grandes scieries sur pilotis de Lagos, la capitale nigériane, en proie aux flammes. Le feu, dont l'origine reste inconnue, s'est propagé pendant plus d'une heure, rasant plusieurs propriétés, dont une église, des équipements utilisés pour la fabrication de planches et les propriétés et résidences avoisinantes. L'incident a provoqué des embouteillages autour de l'un des principaux péages de la capitale, alors que plusieurs heures après le début de l'incendie, aucun camion de pompiers n'était encore arrivé sur les lieux. Pour l'heure, aucune victime n'est à déplorer. En mars 2021 déjà, un incendie avait ravagé de nombreux bidonvilles de la région. Le feu avait démarré dans l'un d'entre eux avant de se propager à d'autres zones. Nigeria toujours, cela dure 7 ans que le slogan « Bring back our girls », traduction française « Ramenez nos filles », reste sans suite au Nigeria. Le mot d'ordre a été lancé suite à l'enlèvement de 300 jeunes filles dans un collège de Chibok, une ville du Nigeria. À l'époque, la mobilisation était à la hauteur d'un choc provoqué par cet enlèvement. Les kidnappings, rappelons-le, suivis de rançons continuent de faire la une dans le pays. Samedi dernier, 21 enfants ont été libérés par la police. Nos confrères de France 2 ont enquêté sur ce fléau qui sévit au Nigeria. Toute la moitié nord du Nigeria, les habitants vivent dans la crainte du prochain enlèvement. Ils ont particulièrement peur pour leurs enfants, qui sont les premières cibles ici. Plus de 1500 jeunes Nigérians ont ainsi été kidnappés en 2021. Dans la grande ville de Kaduna, cette université est un des établissements qui ont été attaqués. Les cours n'ont toujours pas repris 9 mois plus tard. Francis Paul était présent cette nuit-là dans son dortoir quand les ravisseurs ont donné l'assaut. Ils ont marché vers ici. J'étais là à l'intérieur dans mon lit. Donc j'ai vu les lampes torches. Quand nous sommes sortis, ils nous ont dit de nous allonger par terre. Tous. Mon camarade de chambre a essayé de s'enfuir. Ils lui ont tiré dessus. Il était blessé au ventre et au genou. Francis s'est enlevé avec 38 autres élèves. Le groupe est conduit à marche forcée à travers champs pendant plus de 18 heures, jusqu'au camp des assaillants en pleine forêt. Une rançon a bien été payée, mais les autorités n'ont révélé ni le montant ni l'origine des fonds. Quand je repense à ce qui s'est passé, j'ai l'impression que c'était hier. Je suis toujours traumatisé. Je ne vais vraiment pas bien. Les ravisseurs ont pris exemple sur Boko Haram, mais leur seul objectif, c'est l'argent. Et pour ça, ils sont prêts à tout, jusqu'à exécuter les otages. Voici la chambre de Dorothée, et voici sa photo. Dorothée étudiait les sciences politiques dans une autre université de Kaduna. Elle a été enlevée et tuée avec 2 autres étudiants. Ils ont fait ça juste pour que l'école et les parents sachent qu'ils étaient sérieux à propos de la rançon de 1,5 million d'euros. Ils n'ont pas de cœur. S'ils avaient des sentiments humains, ils ne pourraient pas prendre des gens au hasard comme ça. Ces enfants sont innocents, complètement innocents. Ceux qui sont censés les protéger, l'armée et la police nigériane, souvent accusés de corruption, sont incapables de mettre un terme aux enlèvements. En moyenne, 13 personnes sont kidnappées chaque jour dans le pays. Devant notre caméra, pourtant, les forces de l'ordre veulent montrer qu'elles travaillent. Ici, ces policiers contrôlent les véhicules et affirment mettre tout en œuvre. Sans le courage, la bravoure de nos agences de sécurité, je vous assure que ces problèmes auraient dépassé ce que vous pouvez imaginer. Pour une attaque que vous voyez, il y en a plusieurs que nous avons évitées. Pourtant, à peine le convoi reparti, les policiers de terrain, eux, n'hésitent pas à nous confier leur désarroi. Dans cette guerre, leurs ennemis sont bien mieux équipés. Je suis découragé parce que leurs armes sont meilleures que les nôtres. Quelqu'un qui a une mitrailleuse, tu ne peux pas l'affronter avec une Kalachnikov comme ça. De très nombreuses écoles ont dû fermer dans toute la région.
et des millions d'enfants sont privés d'enseignement. En République démocratique du Congo, s'il y a une question qui fait en ce moment polémique, c'est bien de savoir si les troupes burundaises ont franchi les frontières congolaises avec la bénédiction de Kinshasa. Ont-elles été autorisées à traquer les rébellions burundaises dans la province du Sud Kivu? La société civile congolaise, de son côté, dénonce une énième violation des frontières de la République démocratique du Congo. Nous le disions dans les titres de votre journal, en France, les députés ont voté en première lecture jeudi à l'aube et au terme de 3 jours de débats houleux, le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. Le test doit désormais être examiné par le Sénat en début de semaine prochaine. Voici le résultat du scrutin. Votant 334, exprimé 307, majorité 154. Pour 214, contre 93. Un mot, chers collègues, avant que vous ne quittiez l'hémicycle. Tout d'abord, je voudrais remercier les uns et les autres pour la bonne volonté qui a permis la tenue de cette séance et l'achèvement de l'examen du texte. La séance est levée. Ailleurs dans l'actualité, il y a 1 an, le Capitole aux États-Unis d'Amérique était pris d'assaut par les partisans de Donald Trump quand le Congrès américain validait l'élection de Joe Biden. À l'occasion de la date anniversaire de cet événement, l'actuel locataire de la Maison-Blanche s'est exprimé ce jeudi. Retour sur cette chaude journée dans le temple de la démocratie américaine qui a fait, je le rappelle, 5 morts et une dizaine de blessés. C'était il y a 1 an. Le temple de la démocratie américaine pris d'assaut par des partisans de Donald Trump au moment où le Congrès validait l'élection de Joe Biden. Le président américain doit s'exprimer ce jeudi dans l'imposant hall du Capitole. Une prise de parole au cours de laquelle il ne devrait pas mâcher ses mots, selon sa porte-parole. Depuis cet incident majeur qui a fait 5 morts et des dizaines de blessés, des enquêtes ont été lancées. 704 dossiers d'inculpation ont été ouverts par le FBI. Une enquête parlementaire sur les instigateurs de ces violences est également en cours. Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a donné des précisions sur ces procédures. À ce jour, nous avons arrêté et inculpé plus de 725 personnes dans presque tous les 50 États et le district de Columbia pour leur rôle dans l'attaque du 6 janvier. Dans nos enquêtes criminelles, il ne peut y avoir de règles différentes selon le parti politique ou l'affiliation d'une personne. Il ne peut y avoir de règles différentes pour les amis et les ennemis, et il ne peut y avoir de règles différentes pour les puissants et les impuissants. De son côté, Donald Trump a annulé la conférence de presse qu'il comptait donner depuis la Floride ce jeudi. Mais le milliardaire républicain persiste toutefois à dire que l'élection présidentielle lui a été volée sans en apporter la preuve. Une enquête parlementaire doit déterminer quel a été son rôle dans l'assaut du Capitole et pourquoi sa réaction a été si tardive. Ouvrons à présent la page de la CAN 2021. Le bal de cette compétition s'ouvre ce dimanche 9 janvier avec un certain Cameroun-Burkina Faso, d'autant que le pays hôte de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun, est à sa 2e organisation de ce banquet du ballon rond africain. Après l'édition de 1972, au nombre des équipes en compétition cette année, les Lions de la Teranga, la sélection sénégalaise, est frappée par la pandémie du coronavirus. En plein stage d'entraînement, 3 nouveaux joueurs ainsi que 6 membres du personnel d'encadrement ont été testés positifs au coronavirus. Image. L'équipe du Sénégal touchée par le coronavirus, alors que la Coupe d'Afrique des Nations débute dimanche, l'équipe de football nationale a été contrainte de retarder son vol vers le Cameroun pour la compétition. En plein stage d'entraînement, 3 nouveaux joueurs ainsi que 6 membres du personnel d'encadrement ont été testés positifs au coronavirus mardi. Le lendemain, la Fédération sénégalaise de football a désigné notamment les joueurs Pape Sarr, Nampalys Mendy et Mame Thiam parmi les cas positifs à la Covid-19. L'équipe d'Aliou Cissé débute son tournoi contre le Zimbabwe lundi et avec des joueurs vedettes comme l'attaquant de Liverpool, Sadio Mané, et le gardien de Chelsea, Edouard Mendy. Après avoir perdu la finale de 2019 contre l'Algérie,
Le Sénégal fait partie des favoris de cette compétition 2022. Le match d'ouverture de la CAN 2021 se jouera ce dimanche entre le Cameroun et le Burkina Faso. La rencontre se déroulera au stade Olymbe. C'est un stade de 60 000 places. Mais selon les dispositions sanitaires prises, 48 000 spectateurs auront une place dans ce stade à condition d'être vaccinés ou de disposer d'un test antigénique négatif. C'était depuis quelques semaines la grosse inconnue avant la fête du football africain au Cameroun, les spectateurs. Combien seront-ils autorisés dans les stades? La CAF a statué après avoir consulté les autorités camerounaises. Une jauge de 60 à 80% des capacités normales des stades doit être observée. Pour une capacité de 60 000 places comme le stade Olymbe où se jouera le match d'ouverture dimanche, environ 48 000 amoureux du ballon rond auront une place dans le stade à condition d'être vaccinés ou disposer d'un test antigénique négatif. Toutes ces restrictions auraient été prises pour répondre à la menace du variant Omicron. Certaines équipes ont rapporté déjà des cas positifs au Covid-19. Dans l'équipe du Sénégal, favorite du tournoi, 3 joueurs ont été testés positifs au Covid-19 et 6 membres du personnel d'encadrement. Religion à présent pour clore ce journal. Le shérif Jody Greens, qui exerce à Whiteville, en Californie du Nord, a publié une réponse sur Facebook suite à la demande d'une organisation juridique promouvant l'athéisme. Celle-ci lui demandait de retirer le verset qu'il avait fait inscrire sur un mur dans son bureau. Je cite ce verset: « Je puis tout par celui qui me fortifie », Philippiens 4, verset 13. Son refus a été abondamment relayé par les médias nationaux. Dans sa réponse, Jody Greens a premièrement informé que l'inscription du verset avait été financée par des fonds privés et n'était donc pas un parrainage gouvernemental de messages religieux, comme l'accusait l'organisation Freedom from Religion Foundation. Il ajoute: « Le verset est l'un de mes versets bibliques préférés et il me semble approprié à toute adversité que je dois endurer. C'est très motivant pour moi et mon personnel », a-t-il précisé. C'est ici que se referme ce journal. Nous avons pris du plaisir à vous le présenter. Merci, bonsoir et Dieu vous bénisse.